principe de la table ronde. Et aujourd'hui, nous lançons la première paillasse carrée, un nouveau concept interactif auquel nous souhaitons le plus brillant des avenirs. Donc le principe de cette session, c'est de revenir sur les questions liées à Moodle et au système d'information des établissements. Et pour ce faire, je vous propose la structure suivante. Les intervenants d'hier vont se présenter et revenir sur les principaux points en quelques minutes de leur présentation d'hier. Et puis ensuite, on pourra échanger sur les questions que vous avez par rapport à ça et puis aussi vous solliciter par rapport à vos propres expériences. Alors, nous accueillons un autre intervenant. Donc le principe, c'est que Moodle arrive dans un environnement où il existe déjà un système d'information. Ce système d'information, il est parfois complexe, il est parfois plus ou moins ouvert, et de la même manière, on a plus ou moins envie, quand on utilise Moodle, d'automatiser un certain nombre de choses, de bénéficier d'un certain nombre d'applications et de fonctionnalités qui peuvent exister dans le système d'information qui est présent dans l'établissement. Et c'est le fil conducteur des différentes interventions qui ont eu lieu hier dans cet amphithéâtre. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de passer la parole aux intervenants. Juste avant, je vais me présenter. Frédéric Habert, je suis responsable de la cellule 10 de l'Université de Nantes. Bonsoir, moi. Ouais. Patrick Paulet, Patrick Paulet, INSA de Lyon. Donc, oui. J'ai présenté hier un web service qui permet à Moodle de devenir serveur. En gros, de demander aux programmeurs des systèmes d'exploitation d'écrire eux-mêmes les clients dont ils avaient besoin. Nous, on leur sert de l'information. Donc le produit est dans le CVS Moodle, il va évoluer. Les gens de Lille ne sont malheureusement pas là, mais ils avaient aussi écrit quelque chose. Et on va mélanger nos deux efforts pour multiplier par 2 le nombre de points d'entrée. Donc voilà ce que j'ai présenté. Tout est en ligne sur la page du site. Je vais essayer de faire aussi court. Olivier Cateau, de l'IUT Paul Sabatier. Donc, ce qui a été présenté hier, c'est on a réussi à récupérer du système d'information des données qui viennent des applications nationales telles Apogée, qui nous permettent de créer les comptes dans Moodle, et également de créer des espaces d'inscription dans lesquels on retrouve toutes les promos d'étudiants qu'on rattache à une étape Apogée. Donc c'est surtout ça qu'on utilise par rapport au système d'information. Bon, après, la présentation est un petit peu plus large, puisqu'on parle aussi de création de groupes et de duplication de groupes dans les cours qui sont exploités ensuite par les enseignants. Et par rapport au système d'information, ce qu'on récupère surtout, c'est l'ensemble des cohortes d'étudiants qui sont rattachés à une étape Apogée. Bon, Christian Charvet, Université de Nantes, administrateur de la plateforme Moodle. Toujours pareil, je vais essayer de faire court également. Donc hier, la présentation concernait l'auto-inscription et la création automatique des cours par rapport à un système d'information, un peu comme mon collègue de droite. Au-delà de l'aspect technique, ce qui était présenté également, c'était les points un peu de questionnement par rapport à la granularité des espaces qui sont créés automatiquement et sur la question de comment vérifier qu'un système automatique fonctionne bien à l'arrivée. Parce que donc il y a la question de la fiabilité des informations en source et donc si les informations arrivent bien à l'arrivée. Donc voilà, j'ouvre le débat un petit peu. Bonjour, Émeric Blondel donc, de l'Université de Poitiers, membre de la cellule 10 de cette université. Donc, nous avons présenté avec ma collègue Caroline Tartari l'interconnexion également de Moodle avec notre système d'information, avec les applications d'Apogée et d'Arpège, et effectivement les problématiques que cela nous a posées. Le niveau de granularité qu'on a choisi, et j'ai présenté également le script qui permettait en fait d'alimenter Moodle à partir du système d'information et les modifications de Moodle que nous avons fait pour adapter Moodle aux besoins de nos référents Moodle
donc pour que cela fonctionne comme il le voulait. Donc voilà. Bonjour, Dominique Bouillet de Télécom et Management Sud Paris, ex-INT. Donc j'ai présenté hier notre expérience à la rentrée 2008, mais Frédéric disait tout à l'heure que Moodle arrive dans un environnement, un site sur lequel il y a un SI. Nous, c'est un peu particulier puisqu'en fait, la rentrée 2008 coïncidait avec la mise en place d'un nouveau système d'information. Donc nous avons à la rentrée 2008 à la fois mis en place le système d'information, mis en place un portail et mis en place une généralisation de Moodle. On utilisait déjà Moodle avant et là on est passé à une généralisation où on a choisi en fait de mettre des espaces pour tous les modules. Donc on a développé des procédures, genre de script, effectivement, basées sur des web services pour importer l'information de OpenPortal et alimenter les bases Moodle. Et le bilan de notre première expérience, c'est que cette opération s'est faite une fois quasiment et maintenant on va faire des mises à jour. Donc actuellement ça va être des synchronisations qui vont se poser et le passage d'une année sur l'autre qui va nous s'intéresser maintenant pour savoir comment faire évoluer le système. Donc Simon Mélix, membre de la cellule Mediatis de l'UIT Paul Sabatier. Donc moi je me suis occupé de migrer les développements de mon collègue Olivier Cateau pour la duplication des groupes et l'inscription automatique sur Moodle 1.9. Et voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, par rapport au premier point de vue global des projets, c'est peut-être que vous reveniez sur les difficultés que vous avez pu éprouver dans les opérations que vous avez évoquées et surtout les solutions que vous avez pu mettre en œuvre, y compris d'ailleurs si vous avez été amené à faire appel à la communauté Moodle ou à des expertises existantes dans vos établissements ou à l'extérieur. La difficulté principale a été bien entendu de maîtriser l'API Moodle, puisque le web service que j'utilise appelle les fonctions intégrées à Moodle pour inscrire des étudiants, ajouter des cours, etc. Donc maîtriser complètement cette API et son évolution. On a commencé avec un 6, un 7, un 8, un 9 et on court un petit peu après l'évolution de Moodle un petit peu trop rapide à notre goût. Donc on espère qu'avec la version 2, l'API va se stabiliser et le web service va enfin pouvoir prendre son essor. Avis aux membres de la communauté Moodle présents. Des difficultés, bon, on en a rencontré plusieurs. Je vais en retenir qu'une qui a surtout capté notre attention. C'était une instabilité au niveau système de notre annuaire LDAP qui malheureusement de temps en temps plantait et n'était plus accessible. Et ça, par rapport à nos développements, ça a causé quelques soucis puisque on se retrouvait avec des étudiants qui étaient supprimés des espaces d'inscription, avec tout ce qui s'ensuit, puisqu'après il y a les espaces où ils sont utilisés, où ils se sont retrouvés désinscrits également, donc vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc voilà, donc ça c'est pour dire qu'il y a des étapes de vérification qui sont assez indispensables à maintenir, ne serait-ce que pour cette connexion de ce fameux annuaire LDAP qu'il a fallu vérifier. Alors, chez nous, principale difficulté, c'était, on avait fait une migration un peu vers une 1.8, justement pour utiliser XML-RPC qui était intégré normalement dans Moodle, dans le cœur de Moodle, et pour utiliser en fait les fonctionnalités de Moodle par rapport à ça, on a eu beaucoup de difficultés, sans doute à cause de moi. Je dis rien. Et donc, du coup, on a utilisé un module externe et rajouté des classes, des appels, etc. Donc, il y a eu un peu de développement à côté. Donc, ça a été une difficulté à utiliser en fait le cœur de Moodle. Voilà, ça a été ça, malheureusement, notre difficulté. Ensuite, une autre difficulté, c'était justement de bien comprendre le système d'information et comprendre comment étaient réalisées les maquettes pour que finalement les informations qui sont dans le système d'information et qu'on récupère correspondent un peu à la réalité des choses en termes de pédagogie pour les enseignants et les étudiants.
Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cours et qu'ils sont enregistrés dans un cours parce que c'est comme ça sur la maquette, si ce cours dans la réalité n'est pas utilisé, c'est seulement un chapeau en termes de titre, ben là, voilà, on se retrouve avec des trucs un peu difficiles à gérer. Nous, en fait, à l'université de Poitiers, on avait déjà des Moodle. Chaque UFR avait son petit Moodle, et certains profs avaient leur Moodle pour leur promo. Et donc l'idée était effectivement de centraliser tout ça. Donc pour centraliser tout ça, on ne voulait pas forcément imposer, on voulait en fait être attiré en fait par le biais de l'inscription à la création automatique des cours et l'inscription automatique des étudiants et enseignants, ce qui évitait par exemple qu'un enseignant en L1 de psycho en début d'année à insérer ses 500 utilisateurs. Donc par contre il fallait faire ça avec prudence, c'est-à-dire ne pas imposer et faire que les personnes qui avaient déjà des Moodle, enfin les enseignants, se disent que ça venait d'eux, tout le système. Donc, en fait, on leur a fait presque faire le cahier des charges, c'est-à-dire que on leur a demandé ce qu'ils voulaient, on a fait une première présentation. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait donc fait des cours automatiques au niveau code étape par rapport aux cours Moodle, et on nous a dit ça va me faire trop d'informations, l'étudiant va être perdu, ça va pas être possible, je refuse, enfin bon bref. Et là il a fallu se dire tant pis, ce que j'ai fait pendant 2 mois au niveau des cours, va falloir que je le fasse autrement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire de faire les enrôlements au niveau des catégories. Ce qui, à la fin, s'avère pertinent, en fait. Donc, par contre, Moodle n'est pas fait, l'API Moodle, en tout cas, ou même les web services que j'utilisais au départ, étaient faits plus pour les cours et non pas les catégories, qui étaient un peu le parent pauvre, en fait, par rapport aux cours. Et donc, on a été obligé de faire beaucoup de développement par rapport à cela. Donc voilà, après, effectivement, on s'est rendu compte, par exemple, que les profs voulaient des cours transversaux. Le problème, c'est que en faisant des cours automatiques par rapport aux catégories, eh bien, on avait des enrôlements dans les cours, dans les catégories. Donc ça permettait bien par héritage d'avoir les personnes qui héritaient des catégories dans les cours, sauf que le métacours, lui, hérite des membres du cours, donc on n'avait personne dans nos cours, donc il a fallu modifier la fonction métacours pour faire hériter nos catégories, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc je vais essayer de proposer ça si ça peut intéresser d'autres personnes, donc en patch ou en plugin, je ne sais pas encore. Donc, voilà. Donc nous on a rencontré plusieurs difficultés aussi. Je vais en relever 2 en fait. La première, c'est qu'on travaillait en simultané sur la mise en place des procédures vers Moodle et l'évolution du SI. Donc on manquait d'informations, on manquait de retour d'informations, notamment les web services qu'on utilisait étaient très peu documentés et on expérimentait en temps réel en fait. L'autre question qu'on nous a perturbé un petit peu, c'est en fait d'arriver à faire quelque chose rapidement, on fait des délais très courts, sans être trop spécifique et sans rentrer trop dans les aspects trop spécifiques base de données de Moodle et rester au maximum donc au niveau des API. Et donc on a choisi pour certains mécanismes de passer outre en disant que ça ne servira pas par la suite, et donc là on a fait vite. Par contre pour les autres on a cherché effectivement à être au maximum générique pour pouvoir durer par la suite. Alors à l'UIT au niveau du développement que j'ai repris de l'Udicato, la principale difficulté que j'ai eue sur la version Moodle 1.9 et 1.9.1, la dernière c'est ça ? Voilà, c'était une très grande lenteur de la fonction role assign, donc qui sert à attribuer un rôle à une personne dans un contexte. Donc voilà, cette fonction-là, je l'ai reprise, je l'ai remise à plat, j'en ai créé une autre, je l'ai dupliquée, et on s'est rendu compte assez rapidement que
c'était la vérification des paramètres qui sont passés lors de l'appel de cette fonction, qui prend énormément de temps. Donc, par exemple, pour une exécution d'un role assign sur un étudiant pour un cours, on est à 1 seconde 2, et lorsqu'on enlève ces vérifications de paramètres, on tombe à 3 millisecondes. Donc voilà, donc la principale difficulté que j'ai eue, et je pense ouvrir un petit forum là-dessus sur Moodle.org dans la rubrique anglophone. Voilà. C'est comme la torche olympique. J'espère que je n'aurai pas le même sort que certains porte-noms. Oui, c'est vrai. Discrètement, en passant, en cachant la paillasse, justement. Alors, on a vu effectivement que parfois il y a quand même un peu de travail pour imbriquer et faire communiquer Moodle avec l'existant ou ce qui va arriver. Dans ce contexte, quels ont été les supports dont vous avez pu bénéficier, aussi bien en interne ou peut-être vis-à-vis de la communauté? Ou est-ce que vous avez travaillé tout seul en faisant marcher votre créativité? Je suis parti d'un embryon de web service qui avait été développé par des Canadiens, qui ne fonctionnait que pour PHP et avec PHP. Donc évidemment, j'ai eu un premier support des Canadiens. Ensuite, j'ai ouvert un forum sur Moodle.org, et c'est les utilisateurs qui, en testant le web service, m'ont pointé un certain nombre de petits détails. Et puis, en fin de course, j'ai eu quelques entrées dans le tracker pour des blogs Moodle qui me sont apparus à ce moment-là. Globalement, j'ai travaillé un petit peu tout seul, et puis je me suis fait aider dans ça conseil. Alors nous, pour la création des comptes dans Moodle, en fait, on a utilisé le script de Moodle qui était déjà tout fait, celui de synchronisation des utilisateurs par rapport au LDAP. Il y a juste une petite modification qu'on a faite par rapport à ce script, c'est qu'on a décommenté la partie suppression d'utilisateurs pour les raisons d'instabilité que j'ai citées tout à l'heure. Et sinon, à part ça, les autres développements, on a fait surtout appel à notre créativité. Nous avons utilisé un plugin donc, de Linuxbox, un XMLRPC, qui était pas trop mal commenté, donc là-dessus on n'a pas eu trop de mal à l'utiliser. Ensuite, j'avais fait un appel un peu à la communauté pour justement savoir s'il y avait un peu plus de documentation par rapport au cœur, au système XMLRPC dans le cœur de Moodle. Là, on m'a dit, malheureusement, c'est pas encore tout à fait là, mais ça va venir. Et du coup, on était un petit peu pressés, donc on a continué sur cette... voilà. Donc on a continué un petit peu tout seul. Moi, je me suis beaucoup aidé de Moodle.org, donc effectivement, j'ai pas mal consulté et ça m'a apporté énormément de réponses. J'ai utilisé les scripts, les web services au départ de Patrick Paulet. Ensuite, vu qu'on est passé au niveau catégorie et que lui n'avait pas forcément implémenté la chose, j'aurais dû lui demander, c'est ce qu'il m'a dit hier. En même temps, on n'avait pas forcément besoin de web service à ce moment-là, c'était un peu bon, parce qu'en fait, on fait tourner nos scripts sur le serveur, donc j'ai carrément utilisé l'API Moodle après, ce qui était beaucoup plus simple. Par contre, l'utilisation des web services à ce moment-là me sera utile par la suite, parce que hier, j'ai vu comment on allait pouvoir intégrer facilement les informations Moodle personnalisées dans notre EMT. Et donc voilà. Merci déjà pour les web services. Pour nous, on avait une petite expérience déjà de programmation avec Moodle. Donc pour cette partie-là, on est resté un petit peu, on s'est appuyé sur notre créativité propre. Par contre, pour toute la partie liaison avec OpenPortal, donc là, on a travaillé en relation avec l'équipe informatique, du centre informatique, qui en même temps donc mettait en place, découvrait et aussi développait donc des web services pour pouvoir travailler avec cette partie-là. Donc on est resté quand même assez en interne. Et bien sûr, je me suis appuyé sur la documentation toute la Moodle, mais classique. Bon, pas plus qu'Olivier, j'ai rien à rajouter. Un peu d'aide de la communauté francophone pour la migration sur un œuf et beaucoup de redémarrage de MySQL à cause de la lenteur, et voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais bien que Frédéric Habert réponde un peu à ces questions.
questions aussi. C'est moi On sent un peu ça. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui pose des questions. Mais non, il y a aussi des questions dans la salle. Je crois qu'il y a une question ici. Oui, c'est en rapport avec ce qui est dit et ce que bon, vous avez gagné un peu avec sur la partie service. Pour simplement un peu l'état des lieux aujourd'hui au niveau de ce qui existe actuellement et comment ça va évoluer. Est-ce que vous espérez que cette partie-là va évoluer ou pas? C'est moi qui peux répondre sur ce coup-là. Ben, ça va évoluer, disons que toute la partie web service pour interroger Moodle, lui demander la liste des cours, des entités, etc. est opérationnelle. Donc toutes les opérations qui commencent par get quelque chose. Les opérations qui permettent de modifier les entités n'étaient pas ma priorité immédiate, donc certaines fonctionnent, d'autres sont tout simplement pas implémentées. Donc on peut ajouter des utilisateurs, les modifier, les supprimer, ajouter des cours, les modifier, les supprimer. Les catégories, j'en suis navré, m'avaient un peu échappé, mais ça ne va pas durer. Et j'ai rencontré donc les gens de Lille qui avaient développé aussi un web service et par chance, eux se sont surtout intéressés à ajouter ou modifier de l'information dans Moodle. Donc on va se revoir plusieurs fois d'ici septembre et on va essayer de faire un ensemble d'opérations complètes, moi plutôt en interrogation et eux plutôt en modification. Eux, ils veulent descendre jusqu'à créer une section dans un cours, ajouter un forum à un cours, ajouter un wiki, de façon à créer des cours automatiques, entre guillemets, à la carte, sur Moodle, à partir d'un parcours pédagogique qui serait issu d'ailleurs. Donc, si on arrive à bosser ensemble, je crois que ça va pas mal se passer. Ça tombe bien, la partie web service m'intéresse beaucoup, eux pas vraiment, donc je sens que on va bien s'éclater sur ce coup-là. Complémentaire. Ça va être tout à fait complémentaire. Une autre question? Pour l'utilisateur, j'ai pas vu ton exposé hier. Avec le micro. Est-ce que ça va jusqu'à ajouter l'utilisateur dans un cours avec un rôle? Non, ça va ajouter un utilisateur dans la base Moodle, ajouter un utilisateur dans la base Moodle, donc classiquement, et ensuite il y a une entrée qui s'appelle, je crois, un rôle student, où on peut enrôler un étudiant à un cours ou le désenrôler, avec l'anglicisme. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter un enseignant à un cours pour l'instant. Mais bon. Mais on y accède par le service. Tout à fait, oui, tout à fait. Si je voulais quand même dire que la partie la plus faible des web services, comme d'habitude, c'est la documentation. Donc j'ai fait quelques efforts, sur la page du cours, vous verrez un site que j'ai fait en anglais parce que mes clients initiaux étaient plutôt anglophones que francophones, en particulier beaucoup de Roumains. Et donc j'ai fait l'effort sur le site du Moodle Mood de commencer un petit wiki où je vais essayer de documenter les 45 points d'entrée actuels avec un exemple en Java, PHP et Python. J'en ai fait 10%. Comme c'est un wiki, je propose aux aventureux qui utiliseraient mon web service d'y copier-coller leur petit code de démo. Ce serait sympa. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, oui, j'entendais. Je suis assez prudent sur les inscriptions automatiques, création de cours automatiques, parce qu'en fait, on met beaucoup de données dans Moodle. Et derrière, il y a quand même un risque aussi d'intégrité, de fiabilité des données. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'étudiants? Est-ce qu'il n'y a pas des cours qui ne servent pas, qui sont créés? Et la question se pose plus peut-être à l'administrateur de la plateforme Moodle. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les outils qu'il peut utiliser pour vérifier cette cohérence? Donc, par exemple, je ne sais pas, c'est un cours Apogée qui existait telle année. L'année d'après, le code codification a été modifié. Donc, un nouveau cours a été créé que devient l'ancien. Pareil pour les étudiants, pour X raisons, à un instant T, il y avait 40 étudiants en trop, ils ont été inscrits. Qu'est-ce qu'ils deviennent au final? Est-ce qu'on. A priori, c'est quand même des services assez récents. On peut se poser la question, et dans 5 ans, quoi? Est-ce que notre base Moodle va être relativement polluée? Qui veut répondre? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante et qu'il faut se poser maintenant pour ne pas avoir la surprise dans 5 ans.
qu'est-ce qu'il y a comme moyen de vérification? Le premier serait déjà de préparer quand même le terrain, c'est-à-dire éviter de faire des nouveaux cours, mais plutôt de dire, ben voilà, ce code-là, c'est plus ce code-là, c'est ce nouveau code. Donc ce qui fait que le nouveau cours est utilisé comme l'ancien, et tout se passe très bien. Deuxième moyen de vérification, si cette transposition n'est pas possible. Si cette transposition n'est pas possible, un moyen de vérification, c'est à un moment donné de dire, ben voilà, quelles ont été les connexions qui ont été faites sur ce cours. La dernière connexion, elle date de quand? Comme les inscriptions sont automatiques, s'il n'y a personne qui est inscrit dedans, la dernière connexion, normalement, elle sera assez... voilà, elle sera la vieille. Et un troisième moyen de vérification, mais dans l'autre sens cette fois, c'est-à-dire que si un enseignant, par contre, quand il sera inscrit à un cours, il sera toujours enseignant, même si ce cours est obsolète, et du coup, qu'il fasse une remontée d'informations par rapport à ça. C'est-à-dire un moyen de vérification, ça je l'avais un peu évoqué hier, avec un bloc un peu vérification qui lui permet de dire, ben voilà, j'ai 0 étudiant dans mon cours, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, ton cours il n'est plus utilisé, mais qu'il nous fasse remonter l'information, comme quoi son cours a apparemment un souci, et donc on va chercher d'où vient le souci, et on va lui expliquer. Donc voilà, il y a plusieurs points où on peut faire des vérifications, à mon sens. Parce que j'allais répondre par une question. Nous, effectivement, c'est une problématique, une des problématiques auxquelles on n'a pas répondu, où on a essayé de trouver, il y a peut-être deux solutions, soit tous les ans refaire un Moodle, et c'est-à-dire avoir des millésimes, comme au niveau des vins, donc on a des bons Moodle et des bons Moodle. Après, il y a l'autre solution. Cette solution n'est pas inintéressante parce qu'elle permet d'avoir un historique, donc on peut quand même laisser la possibilité de se connecter au Moodle 2007-2008, même si on est à l'année 2008-2009. Il suffit juste de faire une formation au niveau des enseignants pour qu'on leur explique bien comment on fait une sauvegarde et une restauration de cours. Ça, c'est la première solution. Après, il y a une autre solution qui est qu'on garde le même Moodle tous les ans. Et dans ces cas-là, en fait, alors, il n'y a que tous les 4 ans où il y a le problème que les codes équitables changent, donc on peut garder un Moodle tous les 4 ans. Et après, c'est seulement le problème des enrôlements. Et donc, j'ai vu tout à l'heure en amphi un add-on pour supprimer les utilisateurs. L'idée, ça serait d'utiliser peut-être cet add-on pour supprimer tous les utilisateurs tous les ans et puis repartir sur un enrôlement par rapport au système tous les ans qui soit différent. Donc voilà. Donc après, il y en a peut-être d'autres, je suis preneur. Je peux ajouter un petit point, mais qu'en fait, la question n'est pas la même du tout pour les universités, pour les écoles. Nous, on se pose la question, mais ce n'est pas du tout le même type de question, parce qu'en fait, on a des étudiants qui sont là pour 3 ans minimum. Et donc, la question qu'on se pose, nous, c'est celui qui a suivi un cours dans Moodle une année, qu'est-ce qu'il aura comme accès l'année suivante? Donc là, effectivement, on part sur un principe aujourd'hui qui ressemble à des années, en fait, avoir une année scolaire, et puis effectivement, à chaque année scolaire, repartir sur une nouvelle base. Et pour nous, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de récupérer dans le SI une structure complète, de façon à pouvoir remettre à niveau l'année courante avec les bons codes et les bons cours qui seront réellement utilisés. En fait. Donc là, c'est en amont qu'il faut qu'on travaille pour avoir toutes ces informations à partir de SI. Déjà une partie de réponse par rapport à la question qui a été posée. À partir du moment où un étudiant quitte la formation, il ne va plus apparaître dans un projet, ou en tout cas il va être désinscrit l'année d'après. Donc quand ça arrive, il disparaît également de l'annuaire. Et comme il disparaît de l'annuaire, déjà ça veut dire qu'il ne peut plus se connecter, donc il ne peut plus avoir accès à la plateforme. Donc ça, on a l'information avec le fameux script là qui est fourni par Moodle, le fameux script de synchronisation. Bon, nous, pour l'instant, on reçoit des notifications par email, hein, on peut décommenter la partie suppression. Donc après, nous, on peut supprimer ces comptes. Après, la question que je voulais me poser un petit peu à tout le monde ici, dans la pérennité des données qu'on garde dans Moodle, se pose aussi la question des examens.
Quand on a des copies d'examen, on est censé les garder pendant un an, si jamais un étudiant fait une contestation pour pouvoir justifier de sa note. Et quand vous faites des QCM, des tests en ligne où il y a une note au bout, quelle est votre stratégie à vous par rapport à ça? Quelqu'un veut-il répondre? Alors, par rapport à nous, c'est qu'on s'est posé la question par rapport au C2I, où il y a des QCM, etc. Et la réponse a été, de toute façon, lorsqu'on désinscrit quelqu'un d'un cours Moodle, les résultats au QCM restent. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui dit moi c'est pas du tout mes résultats et tout ça, on le réinscrit dans le cours et on peut récupérer ses résultats. C'est la solution simple. Maintenant, il y a des bémols. Oui, je voudrais compléter, je dois être celui qui connaît le mieux l'appli Moodle sur ce coup-là. Moodle ne supprime pas vraiment un utilisateur, il lui met un petit champ deleted dans un petit coin, donc on peut éventuellement toujours les retrouver. C'est ça. Supprimer un utilisateur, ça veut dire le radier de ses différents cours. Espérons qu'il enlève tous les rôles, je n'en suis pas tout à fait sûr. Si je me sens bien, je ne suis pas sûr. Par contre, si l'enseignant réinitialise un cours, là, ça va totalement supprimer toutes les notes de tous les étudiants. Attention. Ah oui, la réinitialisation. Non, moi, si la question... Une des questions que je me pose par rapport à tout ce qui est notamment création de cours automatiques, ce qui me fait un petit peu peur, c'est effectivement le fait de créer énormément de cours par rapport à ce qui va être effectivement utilisé, et du coup que ça perturbe à la fois principalement les étudiants qui sont là pour étudier et qui devraient n'avoir que ce qui leur est utile et ne pas être parasités par une quantité de cours dans lesquels il ne va rien y avoir. Après, je suppose que ça dépend aussi des types d'établissements. Je sais que nous, là où je travaille à l'Université Toulouse 1, contrairement peut-être à un certain nombre d'établissements, on a relativement beaucoup de formations totalement à distance en ligne depuis des années, et on a très très peu d'enseignants qui font du complément de cours. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, on y pense depuis déjà des années à la création automatisée des cours, mais il faudrait qu'elle soit très paramétrable et qu'on puisse véritablement choisir quel cours on va vouloir créer de manière simplifiée. C'est plus une simplification, je dirais, de la création des cours qu'une automatisation de création de centaines de cours qui, pour nous actuellement en tout cas, n'aurait pas d'intérêt et à mon avis serait plus un inconvénient qu'un avantage. Et je pense par rapport à ça, la solution c'est que la création entre guillemets soit automatique, c'est-à-dire que Je lance le micro. Peut-être une solution par rapport à ça, c'est que la création soit entre guillemets automatique, c'est-à-dire que l'administrateur de la plateforme n'ait pas besoin de le faire, mais que la demande elle soit manuelle. C'est l'enseignant, en fonction de son profil, à la limite, il pourrait être profilé, on lui propose une création de cours dans Moodle, il clique et le cours est créé automatiquement dans Moodle en utilisant par exemple les web services avec quelque chose par défaut. Donc il n'y a qu'un simple petit formulaire à faire. Et là, justement, c'est un geste volontaire de l'enseignant qui va créer donc un cours pertinent a priori, où automatiquement les étudiants pourraient être inscrits. Bon, c'est peut-être un juste milieu. Après, c'est pas pour ça qu'il va au final l'utiliser. Hein. C'était peut-être plus aussi par curiosité. Mais après, un script qui va vérifier que personne n'est connecté depuis 6 mois à ce cours-là, ça peut être intéressant. Il faudra savoir pourquoi. Et autrement, d'autres solutions par rapport à ces problématiques-là, je sais pas. On fait des scripts qui vont effectivement regarder le système d'information et qui vont créer des cours ou inscrire des gens. On peut aussi faire le contraire, qui permet de vérifier. C'est de faire un script qui va regarder tout ce qu'il y a dans Moodle et vérifier si ça existe toujours dans le système d'information et envoyer une alerte à quelqu'un. Ça peut être une solution aussi, je pense. C'est presque la même chose quoi, dans l'autre sens. On n'a pas encore fait des inscriptions automatiques, on s'intéresse à tout ça. Aujourd'hui, hier, c'était très riche, très intéressant, il y a des bonnes idées partout. Et il manquait un peu cette partie-là, où effectivement, il n'y a pas encore de solution peut-être bien rigoureuse, mais réagir.
création à la demande. Oui, la création à la demande, alors ça c'est une bonne idée en effet. À l'université de Nantes, on a plutôt fait le parti pris, Frédéric l'avait dit hier, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le cours et que l'étudiant arrive dans son cours et son cours est vide, il dit excusez-moi monsieur l'enseignant, là mon cours est vide, vous n'avez rien mis dedans, et donc du coup il y a une pression par la base qui fait que Moodle est utilisé. Et mine de rien ça marche. Mine de rien ça marche. C'est cruel, mais ça marche. Bah voilà, exactement. Et donc voilà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut arriver à la création automatique des cours? Deux arguments un petit peu à contre-courant. D'abord, c'est tout ce qui est interdisciplinarité et faire travailler les profs entre eux. Tout ce qui est création automatique de cours, c'est anti ce que je viens de dire. C'est les profs sont chacun dans leur coin, ils ne vont jamais bosser entre eux. Le deuxième argument, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec plein d'espaces de cours qui sont vides et qui ne sont jamais utilisés. Bon, nous, on a utilisé une autre tactique, c'est que tous les membres du personnel de l'IUT sont responsables de cours, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer des espaces de cours tant qu'ils veulent et inscrire leurs collègues en tant qu'enseignants dans leur espace de cours. Bon, ça a un avantage, c'est qu'a priori les espaces de cours qu'ils vont créer, ils vont les utiliser. Ça a un inconvénient, je dis tout de suite, c'est qu'on a une catégorie test qui contient à peu près 200 espaces de cours qui sont inutilisés. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais c'était un petit peu pour me faire l'avocat du diable. J'allais dire à peu près la même chose, sauf que je suis aussi enseignant. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie de violenter les enseignants en les obligeant à bien vouloir mettre leurs documents sur Moodle s'ils n'en ont pas envie. Hein. Moi, ce que j'avais suggéré hier, c'était de créer les cours automatiquement, mais cachés. C'est-à-dire qu'ils ne polluent pas l'affichage de l'étudiant, et l'enseignant, s'il veut publier, ben, il ouvre son cours. Puis s'il ne l'ouvre pas, il n'ouvre pas, et puis voilà. Mais bon, c'est un pis-aller, bien entendu, mais ne pas polluer la plateforme avec des centaines de lignes de cours. Voilà ce que je voulais dire. Oui, alors, effectivement, nous, je pense qu'on a presque... on a une solution, en tout cas, qui peut fonctionner sur l'automatisation, mais aussi la possibilité que les profs, les enseignants, puissent aussi faire des actions manuelles, et cela grâce aux catégories, en fait. C'est-à-dire que nous, on enrôle dans les catégories. Au départ, on avait dit, est-ce que vous voulez qu'on vous crée vos cours au niveau code... en dessous du code étage, c'est-à-dire en code ELP, enfin les UE. Et ils nous ont dit pas du tout, moi j'ai une UE qui correspond à informatique anglais, j'ai pas envie que je veux créer mon UE moi-même. Et donc, en fait, ils peuvent donc, par le biais de notre système de workflow, faire une demande de création de cours. C'est validé par le référent. Le référent, lui, décache en fait la catégorie. Donc dans ces cas-là, la catégorie devient visible, et donc par défaut toutes les catégories sont invisibles. Et ensuite, le cours est fait, et dans ce cours-là, même encore mieux, l'enseignant peut, parce qu'on a eu le problème des personnes extérieures, il y en a beaucoup qui ne font pas forcément partie du système d'information et qui ont quand même besoin d'utiliser la plateforme. Et dans ces cas-là, l'enseignant peut, dans son cours, par le biais des rôles en fait, sans polluer nos catégories, enrôler des enseignants extérieurs ou d'autres. Et donc, par le biais de l'héritage, en fait, on a l'automatisme au niveau catégorie et on peut avoir une action manuelle au niveau du cours. Il y a peut-être encore mieux, mais ça peut répondre à l'automatique et aussi à une certaine flexibilité. Pour compléter ce que disait Séverin, c'est vrai que ça dépend beaucoup des établissements. Nous, on a choisi la solution de créer un cours systématiquement et on a appliqué ce que disait Patrick, c'est-à-dire qu'ils sont par défaut cachés. Mais on a modifié également la page d'accueil de l'étudiant pour lui montrer tous les cours, ceux qui sont ouverts et ceux qui sont cachés. Et en fait, la raison pour nous principale, c'est d'une part inciter un peu les étudiants à faire pression, mais sans obligation bien entendu, mais surtout en fait à leur donner un point d'entrée unique. Donc ils savent que toutes les ressources qui sont en ligne sont accessibles par ce biais-là.
S'il n'y a pas un espace ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas a priori de ressources en ligne disponibles. Pour ta question tout à l'heure, en fait, on essaie de mettre en place aussi, nous, de notre côté, des procédures à double sens. C'est-à-dire qu'on gère surtout les inscriptions, la synchronisation au niveau inscription. Donc, on regarde d'un côté, dans un cours Moodle, quelles sont la promotion d'étudiants qui sont inscrits, et on compare ça par rapport à ce qu'il y a dans notre récit. Dans les deux sens, on sort... Pour l'instant, on ne fait qu'afficher, en fait, les différences, parce qu'il y a des exemptions, il y a des cas particuliers à traiter, donc on ne fait qu'afficher les résultats, on ne fait pas l'action par derrière directement. Une question tout là-haut. En fait, j'ai pas bien compris pourquoi les enseignants pouvaient avoir une action manuelle pour créer le cours, pour changer les libellés du cours, parce que normalement, un cours, c'est une maquette, c'est officiel, la référence absolue, c'est le système d'information. Donc l'enseignant, il n'a pas le droit de changer quoi que ce soit là-dedans. Et même si j'entendais des problèmes de tuyaux transversal, soit c'est la même UE, soit c'est pas la même UE. Enfin, il me semble que dans Moodle, on n'a pas le droit de prendre ces aises par rapport au système d'information. Ça ne va pas, ça. Alors, le système d'information, nous, on n'y touche pas. C'est vrai que le système d'information est une référence et on fait que le consulter. Moodle est une base à part et est un système annexe de l'ENT, comme le serait le webmail ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on a des problèmes par rapport, par exemple, aux inscriptions, alors peut-être que dans d'autres universités, tout se passe très bien, mais nous, des fois, il n'y a pas forcément... les inscriptions administratives se font pas forcément en temps et en heure ou quoi que ce soit. Ça permet de donner de la flexibilité. De toute façon, jusqu'à présent, nous, on avait des profs qui avaient leur Moodle autonome et qui créaient des comptes manuellement. Donc, ça leur convenait à peu près parce qu'ils avaient la main sur le système. Donc, de ce fait, si on ne voulait pas trop les brider et leur donner une certaine liberté, il fallait leur permettre d'avoir au moins cette fonctionnalité-là, qui était de récupérer en fait et de pouvoir inscrire à la dernière minute un étudiant Erasmus par exemple, qui n'est pas dans le système information pour des raisons que je ne connais pas forcément, mais donc voilà. En fait, ma réflexion c'était surtout de dire les problématiques des systèmes d'information sont très complexes et c'est pas que des problèmes informatiques, c'est des problèmes de procédure souvent. Et dans ce cas-là, oui. Moodle est un allié énorme des DSI. Parce que justement, enfin, chez moi ça s'est passé comme ça, vous avez un compte que quand vous êtes inscrit. Donc moi je ne veux pas le savoir, je ne veux pas vous inscrire, vous ne pouvez pas vous connecter. À Avignon, quand tu ne veux pas te connecter, tu n'as droit à rien. Vraiment, tu ne peux même pas savoir où tu as le cours, tu n'as rien. Et bien du coup, maintenant la procédure a changé. Les inscriptions au moins administratives sont faites avant la rentrée. Et les inscriptions pédagogiques commencent à se faire dans les 15 jours, parce que sinon, il y a des enseignants qui utilisent la plateforme, disent mais moi mes étudiants ne peuvent pas travailler. Donc, ils envoient leurs étudiants se faire inscrire pédagogiquement. Et les secrétaires saisissent les inscriptions pédagogiques parce que sinon ça ne va pas. Donc, c'est en étant strict au bout de la chaîne, ça fait remonter et petit à petit, en fait, on a un système d'information propre et à temps. Alors, je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça serait l'idéal. En même temps, nous... c'est une très grosse université et c'est pas forcément l'idéal. Et donc, on est obligé de faire avec ces aléas. C'est c'est ce qu'on a pris comme solution. Peut-être qu'à terme, en fait, Moodle va démarrer, nous, en niveau de solution centralisée. Une fois que ça va bien fonctionner et tout ça, on va... déjà, on a fait énormément de lobbying pour que les inscriptions administratives soient opérationnelles. On va faire mieux par la suite. C'est juste une possibilité c'est au niveau des années qu'il faut qu'on avance. Il faut faire attention à ne pas se faire coincer, parce que si vous montez trop en puissance avec Moodle en autorisant des pieds, ça sera difficile de revenir en arrière. L'idée là, c'est de faire une coalition avec la DSI. La DSI, quand elle veut vraiment avoir du poids, elle peut, ou le CRI s'il n'y a pas encore de DSI, mais elle peut s'appuyer justement sur la mission de TIS
pour faire pression sur le service de scolarité, parce que c'est ça le problème. Le problème ici, il est là. Je dirais même plus c'est gros, plus l'université est grosse, plus il faut être rigoureux à ce niveau-là. Parce que c'est d'autant plus dur après à gérer les cas particuliers, surtout s'il y en a beaucoup. C'est vrai que la rigueur, elle est indispensable à avoir. C'est aussi pour que aussi bien les services de scolarité, les enseignants et les étudiants puissent se retrouver. Un cours d'algèbre, ça s'appelle algèbre. Et quel que soit le support, ça s'appelle algèbre, que ce soit dans Moodle, dans l'ENT, dans les carnets de notes ou dans le programme de la formation. Il y a une espèce d'homogénéité, enfin c'est pas une espèce, c'est une homogénéité des termes utilisés. Je crois qu'il y a plein d'autres intérêts en fait à ça, en plus de ce que disait monsieur. Alors, je suis entièrement d'accord avec monsieur. Rigueur, c'est... Ah, merci. C'est la chose principale, beaucoup de rigueur. Et j'ajouterais quelque chose en termes d'utilisation, ce qui est assez rigolo par rapport à l'Université des Nantes. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on a utilisé, donc, bon, nous, c'est pas un projet, hein, on utilise notre méta-annuaire DINA, et qui fait appel à autre chose, enfin bref. Et on s'est rendu compte qu'on a utilisé des informations qui étaient destinées à de l'administratif. Voilà. On a utilisé des inscriptions administratives, donc les inscriptions, etc. Et on s'est rendu compte que ça ne coïncidait pas forcément avec la réalité, à la réalité sur le terrain pédagogique. Et donc on est en train de faire un peu marche arrière, c'est-à-dire qu'on a eu l'information qui est descendante, maintenant on essaie de remonter pour reprendre la base, pour avoir les informations dont on a vraiment besoin. Parce qu'on a un peu parlé, bon d'accord, on se base tous sur un système d'information, mais quelle information on utilise? C'est un peu la question qui quelle information on a besoin, nous, en tant que Moodle? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même avec la même information, on n'utilise pas les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'on est là sur une utilisation des catégories, là on est plus sur une création de cours, nous on est sur une création de modules, de groupes, l'utilisation des groupes, et sur l'utilisation des cours. Donc il y a vraiment, en fonction du système et des informations et du contexte, on a vraiment une multitude d'utilisations possibles. C'est ce que je voulais dire. Peut-être ajouter un petit mot, les paramètres du cours sont tous disponibles pour l'enseignant dans la boîte administration. Et bien sûr, il a le droit de modifier l'ID number et l'intitulé. Il ne me paraîtrait pas très violent de rendre ces champs en lecture seule couplés avec l'inscription automatique. Si c'est vous qui imposez l'ID number du cours et l'intitulé, il faudrait que l'enseignant ne puisse pas les éditer. À mon avis, c'est 2-3 lignes de code à la place qui va bien. Mais ça pourrait être d'ailleurs une config un peu globale de Moodle qu'on irait planter dans un $CFG. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Ça, c'est la première chose qu'on a bloquée. Oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on a bloquée parce que de toute façon, on ne pourrait plus réutiliser cette information pour faire des mises à jour suivantes. Des codes formation qui changent ou des trucs comme ça, si on n'a plus l'information. Voilà. Et puis, sans parler, on a eu déjà la blague au départ, justement, c'était pas bloqué. Ah, je comprends pas, j'avais pas d'inscrit. Bah oui, tu as changé le code. On ne peut plus retrouver, ça crée un autre cours à côté, etc. Donc, c'est clair. Tu m'entends la caméra? Oui, alors justement, quand vous bloquez ces champs intitulés du cours ou ID, est-ce que vous laissez aux enseignants, côté SI, la possibilité de modifier? Parce que si on lui ferme une porte, il faut bien lui ouvrir ailleurs. En fait, la question qui se pose, c'est il faut qu'il y ait un seul champ de saisie, peu importe que ce soit côté SI, côté Moodle. En fait, il faut qu'il y ait un seul point d'entrée et que les personnes concernées aient la possibilité de le modifier. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir un seul point d'entrée sur le système. Après, la question de où le mettre, c'est autre chose. Mais c'est vrai que si vous leur coupez le droit de modifier l'intitulé, à mon avis, il faut leur autoriser ailleurs. Oui, on est d'accord. De toute façon, là, l'intitulé, il n'est pas bloqué.
C'est vraiment l'ID number qui est bloqué parce qu'on en a besoin pour avoir une clé. Et l'ID number, de toute façon, c'est les enseignants qui ne peuvent pas le modifier, mais en tant qu'administrateur, on peut le modifier. Ça nous permet justement de sortir un cours, si besoin, du système automatique. Parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est système automatique, ça veut dire qu'une fois que c'est automatisé, on n'est pas forcément... on est un peu obligé de le suivre, c'est-à-dire que rajouter une inscription, normalement, si c'est à peu près bien automatisé, le lendemain, l'inscription n'est plus là. Donc, il faut faire attention à ça. Mais moi, je ne suggérais de faire cela que si les cours étaient automatiquement expédiés par le SI. Dans les autres cas, évidemment, le Moodle a aussi un ID number pour les étudiants, et là, les utilisateurs normaux de Moodle ne le voient même pas, ils n'ont pas accès, il est interne, il est planqué. Ça pourrait être la même chose pour celui des cours. ID number, ça peut être celui du système d'information. J'espère que c'est le cas. Ah non, celui interne à Moodle, c'est le champ auto-incrément qu'on retrouve de partout. Oui. C'est déjà bien qu'ils nous aient mis ce fameux ID number. C'est sympathique. Hein. Avec ça. Alors pour changer de sujet, en fait, à propos de connexion avec le système d'information, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a commencé à regarder, parce qu'on a eu beaucoup d'exposés sur à propos du carnet des notes dans Moodle, c'est super, on peut faire plein de trucs. Et en fait, nous, les notes, c'est le système d'information. D'avoir le détail des notes dans Moodle, ça ne nous aide pas à part de recopier. Donc, est-ce que ces connexions-là, il y a quelqu'un qui commence à regarder si c'était possible d'exporter des notes, de les récupérer, etc. Le web service le fait partiellement à partir de Moodle 1.6 jusqu'à Moodle 1.8. Il y a un point d'entrée qui s'appelle getGrade, vous balancez le cours et la liste des étudiants, et il vous renvoie les grades. Mais comme Nicolas Conneau a complètement pété le carnet de notes en 1.9, il faudra donc que nous réécrivions cette partie-là. Et je crois que je vais encore pas mal m'énerver sur la réactivité des développeurs Moodle. Donc, il y a eu quelques tests qui ont été faits, on a réussi à sortir, mais néanmoins, l'approche note de 1.9 est beaucoup plus clean et beaucoup plus facile à traiter que la précédente. Voilà, le fait que ce soit centralisé, moyenné, etc. À l'avant, c'était un peu particulier. D'autres réactions sur le carnet de notes ou sur un autre sujet? Peut-être prendre une dernière question éventuellement, s'il y en a une. Aux enchères. Une fois, deux fois, trois fois. Jugé. Bien, je vous remercie. À moins que vous ayez eu un mot de conclusion, que vous souhaitiez parler à la foule. Donc je vous remercie de votre participation. Ah, excuse-moi. Non, j'ai entendu pas mal de suggestions sur des gens qui avaient utilisé telle et telle technique, qui avaient bloqué un champ, qui avaient fait un petit patch et tout. J'aimerais vous encourager, lorsque vous faites ce genre de choses, de le publier sur le Moodle francophone, sur pourquoi pas le tracker, le soumettre comme un patch, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'écoute de ça et qui disent « Ah bah oui, c'est pas bête, il l'a fait ». Et au lieu de passer 3 heures à voir comment mettre le bon truc qui va bien, tac, c'est en ligne. Et avec un peu de chance, ça montera dans le corps ou dans un contrib quelconque. Même chose pour le web service, c'est un outil que j'ai écrit pour mes propres besoins. S'il ne sert qu'à moi, ça n'a aucun intérêt. Donc si vous vous en servez, secouez-le, plantez-le, engueulez-moi, j'ai le dos rond, pas de problème. C'est fait pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne peux que valider et encourager à aller dans cette direction. C'est vraiment tout l'intérêt de l'open source et des communautés d'utilisateurs. C'est vraiment de ne pas réinventer la poudre chacun dans son coin, mais de mettre au pot commun. Il ne faut pas voir ça comme une perte de son travail qu'on a pu passer quelques mois à réaliser, même si sur le moment on peut le considérer comme ça. Sur le long terme, eh ben, le jour où on va vouloir changer de version, on aura peut-être quelqu'un qui se sera approprié le travail, qui l'aura déjà adapté pour la version d'après, et du coup on n'aura plus qu'à récupérer. Et globalement, ça fait
progresser tout le monde et ça fait gagner du temps à tout le monde. Plus d'autres interventions? Bon. Ben, je vous remercie de votre participation et puis pendant les travaux, les affaires continuent sur Moodle Moot 2008 sur le site. À bientôt.